1.3, nature aléatoire des prix, retour à la moyenne versus momentum. Alors, voici les objectifs de cette partie. Donc, dans ce chapitre, nous allons nous intéresser au processus de formation des prix et au mécanisme qui fait que les prix sont, en première approximation, aléatoires, comme on le sait. Pour ce faire, nous allons tenter de mieux comprendre les notions de momentum et de retour à la moyenne ou mean réversion. Nous verrons comment l'activité de trading, donc la rencontre de l'offre et la demande, a un impact sur les prix de marché au sens où elle les détermine. Nous examinerons la notion de coût de transaction qui lui est intimement liée. Nous verrons aussi comment exprimer les déterminants des pertes et profits des acteurs de marché, et plus spécifiquement des fournisseurs de liquidités. Et enfin, nous examinerons comment ces différents mécanismes s'organisent pour arriver à des prix aléatoires. Donc nous allons examiner ici le momentum et l'impact de marché. Alors, le momentum correspond de manière générale à la continuation de la tendance dans les prix. Et la mean réversion est son contraire, à savoir tout écart du prix à un prix moyen est corrigé ultérieurement. On voit bien à l'aide de l'étude faite dans le chapitre précédent que le market maker profite de la situation de mean réversion. En effet, il pourra faire des achats-ventes, donc des allers-retours, sans s'exposer à une grande variation des prix et donc va avoir une activité profitable. La situation inverse, le momentum, lui fera perdre de l'argent à contrario. Pour le market taker, donc le consommateur de liquidité, la contrepartie au market maker, la situation est renversée car, et bien sûr, leurs pertes et profits sont symétriques. Donc tout achat de l'un et la vente de l'autre est réciproquement. Alors cela étant posé, nous allons maintenant décrire comment sont liés le momentum et l'impact de marché. Alors tout d'abord dans la pratique, tout ordre de taille un peu importante va être fractionné car la liquidité présente à un instant donné dans le carnet est très faible par rapport au volume échangé sur le marché dans une journée. Donc ceci va nécessairement produire une autocorrélation positive des transactions. Nous le constaterons expérimentalement dans un instant. Alors, ces transactions vont avoir un impact sur le marché et faire évoluer les prix dans leur direction. Vers la hausse, bien sûr, pour l'achat, la baisse pour la vente. Ceci génère une tendance sur les cours et donc du momentum. Alors, précisons maintenant un petit peu les choses. Donc, on va noter epsilon t, le signe des transactions, des trades, en adoptant le point de vue du market taker, qui est inverse donc du point de vue du market maker. Donc plus 1 ici représente une vente de la part du market maker. Donc on va mesurer l'autocorrélation des transactions avec sur un horizon taux avec la fonction de corrélation suivante. Donc on va regarder C de taux qui est la corrélation entre donc epsilon t et epsilon t plus taux pour un certain horizon taux positif. Et on va mesurer également l'impact de marché sur le même horizon taux et qui va se mesurer avec de manière assez naturelle avec l'espérance du rendement. Donc on va appeler ça R de taux, qui est l'espérance de
du rendement donc entre t et t plus taux, donc st plus taux moins st, fois le signe du trade, epsilon t. Donc où ici le st est le mid, hein. St plus taux moins st, c'est le rendement entre t et t plus taux, et epsilon t, on vient de le dire, c'est le signe du trade. Donc en effet, pourquoi définit-on cela comme ça? C'est parce que si epsilon t est un achat, donc plus 1, on s'attend à une montée des cours, donc on s'attend à avoir st plus taux moins st qui est positif, et donc un nombre positif sera un impact de marché positif, et bien sûr à l'inverse, si epsilon égale moins 1. Donc on notera que toutes ces quantités sont calculées en convention trade time, c'est-à-dire l'indice temporel ici est incrémenté de 1 à chaque transaction. Alors nous allons maintenant voir un code où on va étudier empiriquement les fonctions qu'on vient d'introduire, donc C de taux et R de taux. Alors, on va tout d'abord regarder les données sur les bourses américaines et on va définir, vous voyez ici, le trade time que nous avons mentionné ici, que nous avons mentionné précédemment. On calcule maintenant la fonction d'autocorrélation des transactions C, donc dans ce trade time. Ensuite, on va calculer la fonction d'impact de marché R de taux pour l'horizon taux. Vous voyez le calcul ici. Et enfin, on a ce bloc de code où on va simplement tracer le graphe de ces fonctions. Alors ici, on a tracé le graphe des prix de l'action, hein, donc le temps bien sûr en abscisse et le prix en dollars de l'action en ordonnée. Et on remarque un comportement habituel hein, de type brownien comme attendu. Donc la série temporelle maintenant du prix des transactions, des trades, vous voyez, on voit pratiquement pas la différence avec le prix mid, hein, c'est vraiment une très petite différence. Et donc, la série des trades suit de manière très fidèle le bid ask, car la plupart des transactions vont se faire au best bid, au best ask, ou seront très proches de ces niveaux. Alors, nous en arrivons maintenant aux deux fonctions qui nous intéressent. Donc ici, vous avez le graphe de la fonction de corrélation des trades C de taux. Hein. Souvenez-vous, la fonction d'autocorrélation de ces signes, donc entre epsilon t et epsilon de t plus taux. Donc en abscisse ici, vous avez taux, donc le lag, donc le nombre d'incréments entre epsilon t et epsilon t plus taux, et vous avez la corrélation, hein, donc un nombre entre moins 1 et 1, bien sûr, entre moins 100% et 100%, corrélation de epsilon t plus taux. Donc vous voyez que si vous regardez des petites valeurs ici de taux, hein, de l'ordre de 1, 2, 3, 4, etc., vous voyez qu'on a quand même une corrélation hein, entre epsilon t plus taux qui est très élevée, hein, de l'ordre de 70%. Et ensuite, on va tomber pour un lag de 10 à peu près à un chiffre aux alentours de 10 à 15%, qui est encore assez élevé. Voici maintenant la fonction d'impact de marché dont nous avons parlé, R de taux. Donc nous avons taux, le lag en abscisse, hein, donc nombre d'incréments. Et on a cette espérance donc hein, de st plus taux moins st fois le signe epsilon t. Donc en fait, ça a la dimension d'un rendement. Alors ici, c'est exprimé en cents par action. Et donc on voit que si l'on fait un trade et qu'on attend à peu près une vingtaine de transactions, donc à peu près 20 en abscisse, eh bien, disons qu'on achète, hein,
on achète l'action, on attend 20 transactions, et bien on voit que le prix de l'action va monter en moyenne de 0,6 cents. C'est l'impact de marché de notre transaction, et c'est pour nous en fait un coût de transaction, parce que si on va revenir et racheter de cette action, ce qu'on va typiquement faire, on va devoir payer ce prix supplémentaire. Donc nous sommes en fait frappés d'un coût de transaction. Donc nous allons maintenant examiner la notion très importante d'équilibre. Ou on dit encore break-even du marché. Il s'agit d'un équilibre statistique dans un sens que nous allons spécifier. Alors, on va essayer de quantifier la notion d'équilibre statistique du marché. Donc, nous savons qu'à l'équilibre, il n'y a pas d'arbitrage possible. Sinon, l'action des arbitrageurs le fera disparaître rapidement à l'aide du mécanisme d'impact de marché que nous venons de décrire. Et on va essayer d'être plus précis et on va introduire une quantité qui mesure cet arbitrage ou défaut d'arbitrage, disons, qu'on appelle la fonction break-even BE. Donc BE va mesurer la déviation par rapport à l'équilibre statistique du marché, et donc BE égale 0 va représenter l'équilibre. Alors nous allons d'abord donner une expression générale de BE comme une fonction de R de taux, la fonction d'impact de marché que nous venons de voir. Et ensuite, dans un modèle spécifique, nous allons donner une formule reliant BE, la fonction d'impact de marché R et également la fonction d'autocorrélation C que nous avons vue. Alors, avant toute chose, on doit rappeler quelques notations déjà introduites dans les chapitres précédents. Alors, tout d'abord, le market maker, souvenez-vous, va publier les prix best bid, donc PB de T, et best ask, son meilleur prix de vente, PA de T, PB son meilleur prix d'achat, autour du prix mid, qu'on voit ici, ST, et donc avec des demi-spreads, delta A côté ask et delta B côté bid. Et on va noter delta T, la moyenne en fait de delta A et delta B. Comme précédemment, on va noter epsilon T, le signe des transactions, et c'est avec le point de vue de la contrepartie du market maker, donc celui qui prend de la liquidité, le market taker. Donc le compte en banque du market maker, on va l'appeler XT. L'inventaire du market maker, c'est-à-dire le nombre d'actions qu'il détient, on va appeler ça QT, comme précédemment. Et on va aussi supposer que tous les ordres sont de taille égale, V0, pour simplifier. On voit clairement qu'avec ces notations, les équations pour XT et QT sont données de cette manière. Et au bout d'un horizon grand T, donc par exemple la fin de la journée, on va regarder les pertes et profits du market maker. Et en fait, les pertes et profits du market maker sont simplement ce qu'il y a dans son compte cash et le prix de l'inventaire qu'il détient, le nombre d'actions qu'il détient, au temps T égale grand T. Donc on voit que sa richesse, si vous voulez, à T égale grand T est égale à X grand T plus Q grand T, S grand T. Et en fait, on va noter BE, ici, la fonction 1 sur grand T fois l'espérance de cette quantité. Donc 1 sur grand T fois l'espérance de la richesse du market maker à T égale grand T. Alors pourquoi choisir ça? Eh bien, si le market maker, durant la journée de trading, fait un profit statistique récurrent, il s'agit par définition d'un arbitrage statistique. Donc vous voyez que BE va mesurer la magnitude de cet arbitrage statistique par jour en fait. Et si BE n'est pas significativement différent de 0, le market maker ne fait pas d'arbitrage statistique, et donc sa contrepartie, le market taker non plus, parce que c'est absolument symétrique. Donc personne
dans notre univers simplifié, ne peut statistiquement faire de profit consistant et récurrent sur le marché, ni market maker, ni market taker. Donc on voit que BE, défini comme ceci, est une bonne mesure de l'équilibre statistique de marché. Bien sûr, on sait que dans la pratique, le market maker va quand même réaliser des profits, mais pour tenir compte de ça, on devrait ajouter dans notre modèle des commissions qui rendraient son profit automatiquement positif. Par ailleurs, on sait aussi que les prix de marché subissent des influences plus subtiles que nous examinerons dans le chapitre 2. Mais pour l'instant, nous nous contentons d'un univers simplifié dans lequel le marché est à l'équilibre statistique et si le market maker ne fait pas de profit en moyenne. Alors, en regroupant les expressions précédentes, on trouve que BE a cette forme. Donc, on voit apparaître donc la taille moyenne, donc V0 sur grand T. Donc, c'est la normalisation temporelle fois l'espérance de ce terme. Donc, epsilon T, ST plus epsilon T delta T moins S grand T. Alors, on va essayer d'exprimer tout ça en fonction de la fonction d'impact. Donc, je vous rappelle, c'est l'impact des trades, donc c'est l'espérance du rendement fois le signe du trade, donc espérance de ST plus taux moins ST fois epsilon T. C'était notre R de taux qu'on a vu. Donc, si on utilise cette définition, qu'on réécrit finalement l'équation définissant BE, eh bien, on peut exprimer BE de cette façon. Donc, un V0 sur T et une somme de l'espérance de notre spread, souvenez-vous que le spread est variable, donc on a une espérance de delta T, moins, et ce qui apparaît ici, c'est la fonction d'impact grand R prise en grand T moins T. Alors, ça, on va très rapidement prendre un cas où l'horizon grand T est assez grand par rapport au temps typique entre deux trades, ce qui est assez naturel, c'est grand T est une journée. Et on va supposer aussi que grand R, la fonction, vous vous souvenez qu'il y avait cette forme précédemment, on va supposer qu'elle a une limite quand grand O tend à l'infini, qu'on va noter R infini. Donc si on fait ces hypothèses, on voit apparaître ici une approximation de BE comme V0 fois l'espérance de delta T moins R infini, cette limite de l'impact à l'infini. Donc cela implique que le marché est à l'équilibre statistique, bien sûr, si cette fonction est nulle. Donc vous voyez si espérance de delta T égale R infini, ou en d'autres termes, si le demi-spread moyen, espérance de delta T, est égal à l'impact asymptotique des trades sur le marché. Alors souvenons-nous que le demi-spread est la rémunération du market maker. On peut donc conclure que dans un marché à l'équilibre statistique, la perte subie par le market maker du fait du momentum, mesuré par R infini, doit être exactement compensée par sa rémunération, qui est le demi-spread moyen. De manière totalement équivalente et symétrique, on pourrait dire qu'à l'équilibre statistique du marché, la rémunération du market taker du fait du momentum, donc il va acheter, et le prix va monter, ce qui est une rémunération, il va profiter des tendances sur le prix. Donc cette rémunération du market taker va être exactement compensée par le demi-spread qu'il va payer à chaque transaction au market maker. Donc c'est une interprétation assez naturelle de l'équilibre du marché. Donc nous allons, comme promis, examiner la fonction break-even de manière beaucoup plus précise dans un modèle particulier, le modèle d'Avelianida-Stoikov. Alors, dans ce cas-là, nous allons voir que cette fonction s'exprime très simplement. Alors, avant ça, rappelons quand même un tout petit peu les notations. Et on va adopter aussi les formules simplifiées pour les demi-spreads. Alors, je vous rappelle les notations.
Donc on avait donc bien sûr les meilleurs prix du market maker à ask et bid, donc le PAT, PBT. Nous avions un flot d'ordre poissonien donc qui était donné par un processus donc DN-ABT côté ask et bid, donc qui est proportionnel à exponentielle moins k fois le demi-spread côté ask ou bid. Et on avait vu que dans ce modèle, les formules asymptotiques du modèle d'Avenel-Stoikov nous donnent les demi-spreads, hein, donc delta B côté bid, delta A côté ask, comme une constante, donc 1 sur k, qui était un terme constant de liquidité, plus un certain kappa fois l'inventaire QT, hein, ce qui nous permettait d'avoir ce retour à la moyenne de la position, vous vous souvenez. Alors maintenant, on va travailler donc sur une convention de trade time, hein, donc un incrément de temps par transaction, hein, comme on l'a dit. Et à ce moment-là, on peut exprimer la variation de notre inventaire, l'inventaire du market maker, hein, donc le nombre d'actions qu'il détient, comme étant DQT égale donc ce V0 DNBT, donc ce qu'il va recevoir côté bid moins ce qu'il va vendre côté ask. Et on peut réécrire ceci à l'aide des hypothèses qu'on a faites sous cette forme. Hein. Donc on va avoir une forme avec les exponentielles qui vont intervenir et demi-spread et les incréments des poissons. Donc, on voit tout de suite que l'inventaire, donc le nombre d'actions détenues, QT, va suivre l'équation d'évolution suivante. Donc, c'est de la forme QT plus 1 égale un certain grand lambda moins V0 epsilon t plus 1, donc le signe du trade, où grand lambda est donné comme cette fonction des paramètres du modèle. Donc en fait, Qt plus 1 égale une constante fois Qt plus un bruit. Vous reconnaissez tout de suite là un processus d'Ornstein-Uhlenbeck discret de paramètres grand lambda. Et donc, en faisant des sommes télescopiques, hein, à partir de cette équation d'évolution, on peut exprimer Qt directement sous la forme de cette somme infinie. Alors revenons maintenant à la fonction break-even hein, qui mesure l'équilibre statistique du marché, ce qui est notre but, hein, c'est de l'exprimer dans ce modèle. Donc on avait cette expression-là, hein, qui est simplement le fait de dire, je vous rappelle que BE c'est le profit en espérance du market maker par unité de temps. Mais maintenant, l'avantage, c'est que on a exprimé Qt. Hein, on a exprimé Qt, et donc on peut remplacer ici par la somme infinie qui nous était donnée par Ornstein-Uhlenbeck. Donc, et si on réarrange un peu ces termes ici, vous voyez, dans la somme infinie, on voit en fait apparaître, hein, si on fait jouer les espérances sur ces deux séries de termes ici qu'on voit hein, dans la deuxième équation, on voit apparaître donc une constante, l'espérance du demi-spread E de delta t, une somme pondérée, hein, donc pondérée avec les grands lambda, donc somme de lambda taux, fois le 1 moins C de taux, donc C de taux, hein, je vous rappelle, cette fonction d'autocorrélation des signes de trade, moins une moyenne pondérée également des R de taux, donc des fonctions d'impact de marché pour différents taux. Donc on arrive à cette expression vraiment explicite de notre fonction break-even à l'aide, dans le modèle bien sûr qu'on a choisi, hein, d'Avenel-Stoikov, à l'aide des deux fonctions C et R que nous avons introduites. Alors, on va se demander maintenant, en fait, à quelles conditions
le marché est-il en équilibre dans ce cadre? Eh bien, nous avons dit que le marché est en équilibre statistique si et seulement si BE, cette fonction de break-even, est égale à 0. Et cette condition, comme si on utilise cette dernière formule ici, va impliquer des relations entre le demi-spread moyen qu'on voit ici, espérance delta t, les fonctions d'autocorrélation des trades C de taux ici, et les fonctions d'impact R de taux, d'impact de marché pour un horizon taux, le tout avec une pondération en grand lambda. Alors pour mieux comprendre comment cette relation fonctionne, il va falloir encore particulariser les choses et nous placer dans le cadre d'un modèle classique d'impact de marché qui s'appelle le modèle de Madhavan, Richardson, Rumans, modèle d'impact et de formation des prix. Alors nous allons maintenant, comme annoncé précédemment, étudier le modèle de Madhavan Richardson et Rumans. Alors dans ce modèle, qu'on appelle aussi le modèle de MRR, on va supposer que les signes des transactions epsilon t sont donnés par une propriété de Markov, c'est-à-dire que epsilon t chapeau, donc qui est l'espérance conditionnelle epsilon t, sachant l'information jusqu'à t plus 1, est donné simplement par une constante ρ fois epsilon t plus 1, où ρ est une constante entre 0 et 1. Donc ça naturellement va induire des autocorrélations qui nous intéressent dans les signes de transaction. Et par ailleurs, on suppose que le prix de trading, le prix du trade P est donné de cette façon par cette égalité. Et de plus, on va supposer que les prix ASC et BID, donc PA, T et PBT, selon nos notations habituelles, les prix publiés par le market maker, vont être donnés par le prix transacté, donc le prix du trade PT, et plus ou moins un impact de marché qui est donné par une constante fois le terme de surprise, si vous voulez, qui est donc 1 moins epsilon chapeau T moins 1 dans le cas ASC et 1 plus dans le cas BID. Donc dans ce modèle, on voit que donc le mid, bien sûr, est donné par ST, donc qui est la moyenne, hein, donc 1/2 fois le prix BID et le prix ASC. Et on voit que le demi-spread, vous vous souvenez, donc le demi-spread, qui est une quantité très importante ici, va être donné par donc 1/2 de donc PA T plus 1 moins PB T plus 1. Et donc, à l'aide de ces équations, on voit que c'est simplement θ. Donc, dans ce modèle, θ est non seulement la constante linéaire qui représente la force d'un valeur de marché, mais aussi le demi-spread. Et cela aura des conséquences très rapidement. Donc, si nous reprenons l'expression du mid que nous venons de voir, donc ST plus 1, hein, donc la moyenne entre PA T plus 1, PB T plus 1, donc on voit qu'elle est égale au prix de transaction PT moins le terme θ, epsilon chapeau de T plus 1, donc l'estimation de signe de la transaction T plus 1. Et donc maintenant, on va essayer d'exprimer le rendement, parce qu'on a besoin de ça pour exprimer l'impact de marché. Donc le rendement sur le mid, donc ST plus 1 moins ST. Alors, on reporte simplement ce qu'on vient de faire, donc à l'instant t était plus 1. Donc on voit apparaître la différence des prix tradés, donc PT moins 100, et un terme en moins θ, epsilon t plus 1 chapeau, moins epsilon t chapeau. Alors maintenant, si l'on se souvient du terme
de l'expression de PT qu'on avait précédemment. Donc on voit apparaître ici un θ epsilon t moins epsilon t chapeau, donc son espérance conditionnelle. On laisse ici le terme en θ epsilon t plus 1 chapeau moins epsilon t chapeau. Et on a le terme de bruit excité qui apparaît. Donc là, on peut bien sûr très naturellement faire disparaître ces deux termes ici. Et on voit donc un terme en θ, epsilon t moins epsilon t plus un chapeau, plus toujours notre bruit brownien excité. Et maintenant, si on se souvient des hypothèses qu'on a faites, l'hypothèse chaîne de Markov dans le modèle MRR, on sait que ce terme-là va simplement nous donner donc un θ 1 moins ρ epsilon t plus le bruit excité. Voilà, voilà l'expression qu'on obtient pour le rendement du prix mid. Alors, on va maintenant pouvoir exprimer à l'aide du calcul précédent, ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la fonction d'impact de marché, R de taux, je vous rappelle, c'est-à-dire l'espérance du rendement ST plus taux moins ST, rendement du mid, fois le signe de la transaction epsilon t. Alors, on vient d'exprimer explicitement ST plus 1 moins ST. Donc maintenant, ST plus taux moins ST, eh bien, il s'agit simplement de faire une somme télescopique de ce qu'on vient de faire. Et on voit apparaître donc la constante qu'on avait, donc θ 1 moins ρ, fois maintenant une somme avec les termes de 0 à taux moins 1, des epsilon t plus taux, et puis la somme également des bruits qui apparaît. Alors, R de taux, donc maintenant, ça va être simplement l'espérance de ceci, donc ST plus taux moins ST, fois epsilon t, donc multiplié par epsilon t, on prend l'espérance, et donc on voit apparaître θ 1 moins ρ, fois une espérance de epsilon t plus taux moins epsilon t, et un terme de bruit qui est de moyenne nulle, donc qui ne contribue pas. Bien sûr, l'espérance d'epsilon t plus taux epsilon t, on sait ce que c'est la fonction d'autocorrélation des traînes, mais souvenez-vous, nous sommes dans le modèle MRR, et dans ce modèle, on sait que cette fonction d'autocorrélation, c'est simplement ρ puissance taux, d'après les hypothèses qu'on a faites. Donc cette somme se réécrit en fait comme θ 1 moins ρ fois la somme de ρ puissance taux, de ρ puissance s pour s de 0 à taux moins 1. Donc bien sûr, c'est une somme géométrique et on peut la réécrire de cette façon. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, in fine, c'est l'impact de marché pour un temps, enfin, l'impact asymptotique pour un temps taux assez grand. Donc on va regarder en fait R infini, donc qui est la limite bien sûr de cette quantité quand taux tend vers l'infini. Donc vous voyez que ρ est plus petit que 1, ρ taux tend vers 0. Donc on voit ici que R infini c'est simplement θ, mais c'est aussi delta, le demi-spread. Et donc, on retrouve ce qu'on avait énoncé plus tôt, à savoir que à l'équilibre de marché, l'impact asymptotique dans le marché est égal au demi-spread. Et comme l'impact est supposé linéaire, cet impact asymptotique est aussi égal au paramètre θ dans le modèle de MRR. Voilà. Alors notez aussi que ce qui est intéressant, c'est que dans ce modèle MRR, on est capable d'avoir une expression explicite, pas seulement de R de l'infini, mais de R de taux, vous voyez, pour tous les taux, ce qu'on n'avait pas précédemment. Alors, nous allons maintenant utiliser les calculs que nous venons de faire pour exprimer la fonction de break-even, donc la fonction qui va mesurer l'équilibre statistique du marché. Alors pour ce faire, donc vous vous souvenez qu'on avait précédemment exprimé BE donc en fonction
de C de taux et R de taux, hein, donc la fonction d'autocorrélation des signes des transactions et de la fonction d'impact de marché R de taux. Alors dans le modèle d'MRR, qui est le cadre dans lequel on se place, donc à cause de la chaîne de Markov, donc comme on l'a dit précédemment, C de taux, c'est simplement ρ, le paramètre d'autocorrélation à la puissance taux. Et la fonction d'impact de marché, on l'a calculée hein, avec cette somme géométrique. Donc R de taux, c'était le paramètre θ d'impact de marché linéaire fois le 1 moins ρ puissance taux. Par ailleurs, on sait que le demi-spread, delta t, vaut en moyenne delta, mais aussi θ. On vient de le dire. Donc maintenant, nous pouvons remplacer C de taux, R de taux et espérance de delta t dans la formule de break-even. Donc si on fait ça, en fait, on se rend compte que les termes, vous voyez que le terme de 1 moins C de taux, c'est 1 moins ρ puissance taux, et R de taux, c'est θ 1 moins ρ taux. Vous voyez? Et E de delta t, c'est θ. Donc en fait, ces termes-là vont s'annuler un à un. Et donc on trouve que toute cette expression est égale à 0. Et donc, dans le modèle de MRR, on voit que le marché est à l'équilibre statistique, puisque la fonction de break-even est égale à 0. Qu'avons-nous appris dans ce chapitre 1.3 ? Nous avons introduit des mesures classiques que sont l'autocorrélation des trades et la fonction d'impact de marché que nous avons calculée ici sur les données de la bourse américaine. Nous avons également introduit la notion importante d'équilibre statistique de marché mesuré par la fonction de break-even et nous avons montré que dans le cas d'un modèle simple, le break-even se calcule ici et vaut 0. Ce qui signifie que le marché est à l'équilibre statistique.